depuis notre commencement, chaque groupe humain a toujours inventé un récit pour essayer de créer la cohésion entre eux. Et la cohésion, c'est important pour défendre la survie du groupe. Et parfois, par exemple, en japonais, dit que voilà, l'empereur descendant du ciel. En coréen, dit que les Coréens sont les gens les plus merveilleux du monde. Les Flamands sont dit qu'ils sont les plus intelligents que les Wallons. Tout ça, ils ont créé quelque chose comme ça pour essayer de rendre la fierté. Mais ça va toujours parce que les Germains, autant Hitler était les Germains, ils sont des pires aussi, les Germains, ils ont inventé quelque chose de grandiose pour le bien-être des Allemands. Il faut des Ariens. C'est pas tout ça. Pour vous dire, c'est pas nouveau tout ça, mais seulement, comme moi, on se rend compte que trop tard. L'avoir, le pouvoir, le savoir, le valoir sont de très très bonnes choses. Mais il faut savoir que ce sont des énergies. Et que quand vous manipulez des énergies sans être protégé, vous vous faites électrocuter. Alors, il y a un courant violent dans l'avoir, c'est bien rendu par le verbe amasser. Nous sommes tout le temps en train d'amasser des choses. On le remarque quand on va déménager, on se rend compte qu'on a, on a amassé des trucs et des machins, mais qui ne servent plus à rien, et on garde tout ça, toujours ça. Donc, amasser, ça c'est le danger de l'avoir. Opprimer, c'est le danger du pouvoir. Quand vous avez de la force, vous avez tendance à faire sentir aux autres le poids de vos armes. Comme disaient les Romains, vae victis, malheureux vaincu. C'est ça. Donc, il y a une force dans le pouvoir qui nous pousse à opprimer les autres. Il y a une force dans le savoir, c'est le préjugé. Tu crois que tu es le seul à savoir des choses. Et tu es en train de juger que tous les autres sont bêtes, sauf toi. Donc ça, c'était un danger du savoir. Il y a un danger dans le valoir. Et c'est le danger de te croire supérieur aux autres. De dire que moi et les miens, nous sommes supérieurs aux autres. Les miens, ça peut être les gens qui ont la même peau que moi, ou le même nez que moi, ou la même religion. Non, les autres aussi sont des princes. Il faut considérer chacun comme un prince. Donc, amasser, opprimer, préjuger et se croire supérieur aux autres, ce sont des dangers universels. Alors, il faut vraiment aider les gens à ne pas tomber dans ces pièges-là des biens matériels. Voilà. Dans la tradition burundaise, le voisin, c'est quelqu'un de fondamental. Le voisin a plus de valeur même que quelqu'un de votre propre famille. Le Burundi est fait de beaucoup de collines. Et sur les collines, il y a très peu d'endroits où il y a des robinets. Donc les gens vont chercher de l'eau dans la vallée. Et ça prend parfois 30 minutes, 45 minutes. Mais quand vous avez votre bébé qui dort et que vous devez aller chercher de l'eau, vous n'allez pas réveiller votre bébé juste pour le mettre sur le dos et aller chercher de l'eau. Vous le laissez dormir et vous dites au voisin ou à la voisine que le bébé dort, que vous n'êtes pas là, mais que le bébé dort. Et la voisine, en entendant le bébé bouger, va venir le prendre et le garder avant que vous ne rentriez. Et idem, par exemple, si vous avez besoin d'aller acheter du sel, il n'y a pas de boutique à tout coin de rue. Donc, si vous n'avez pas suffisamment de sel pour votre nourriture du soir, vous allez chez la voisine, elle vous en donne un peu, et puis, bon, ça va, vous irez vous approvisionner le lendemain. Mais avec la guerre, tout ça perdait de la valeur. Et on voyait dans l'autre, dans le voisin, non pas d'abord le voisin, le frère, le plus qu'ami, le plus que famille qu'il était avant, mais on voyait d'abord en lui l'ethnie. Et moi, personnellement, ça me faisait peur parce que je me suis dit, si on arrive à perdre cette valeur du voisin, du bon voisinage, on aura tout perdu. On aura perdu jusqu'à l'âme même du Burundi. Et c'est pour cela que... avec l'appui du studio Ijambo, un studio qui venait de s'installer dans le cadre de faire des émissions pour promouvoir la paix. Et j'ai commencé une émission radiophonique qui a duré longtemps, plus de 10 ans, et qui chaque fois, 2 fois par semaine, pendant 30 minutes, rappelait à travers c'était un feuilleton, donc à travers des histoires qui collaient à la réalité de ce qui était en train de se vivre au pays,
rappeler aux Burundais régulièrement que le voisin, c'est d'abord lui la famille. La guerre peut durer longtemps, mais à un certain moment, elle s'arrête. Mais si, au moment où la guerre s'arrête, vous n'êtes plus à mesure de ressouder le tissu social, alors après tout, la guerre ne s'arrêtera pas. Elle s'arrêtera physiquement, mais elle continuera à démolir les gens de l'intérieur. C'est ce qui s'est passé chez les Khmers rouges, c'est ce qui s'est passé partout, il y a eu des génocides, c'est ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie. En Croatie, c'est toujours qu'il y a quelqu'un qui, pour des raisons diverses, accède au pouvoir et donc va utiliser son pouvoir pour massacrer une bonne partie de la population. Oui. Sur base de divisions, disant celui-ci est d'une autre religion, celui-là est, etc. Et donc celui qui ne pense pas comme moi, ou qui ne croit pas comme moi, ou qui n'est pas de mon ethnie, ou qui n'est pas de ma couleur, il faut le faire disparaître. Et puis, faire comprendre ça aux gens. Et ça, il faut quand même détenir un pouvoir politique. Les préjugés sont ancrés dans la population. Et on peut se demander effectivement si en créant des espaces de parole, on peut parvenir à déconstruire ces stéréotypes, ces préjugés, et à arriver à faire une société plus sereine. En fait, je dois dire que pour ce qui est du Burundi, on est dans une situation un peu bizarre. Parce que autant les Burundais, quand la violence de masse se déclenche, ils sont capables de tuer en un rien de temps et d'une manière incroyable. C'est pour ça que je dis que la mauvaise gouvernance, les mauvais leaders, c'est le grand fléau de ce pays. Parce que en 1972, on a vécu quelque chose de vraiment catastrophique, où sur une population qui était autour de 2 millions, plus de 200 000 sont morts. Et pourtant, après, les gens s'étaient remis ensemble, les gens avaient recommencé à vivre ensemble, alors qu'il n'y avait même pas eu ces espaces de parole. Je me dis que s'il y avait eu ces espaces de parole, ils auraient peut-être encore mieux vécu ensemble. En temps de paix, le commun des mortels va facilement les uns vers les autres. Et je me dis que si on fait vraiment des espaces de parole, mais des espaces de parole réels, parce qu'à un certain moment, en 1991, après l'adoption de la Charte de l'unité nationale, il y avait eu beaucoup de séances d'échange de la population sur l'unité nationale. Mais je pense que d'une certaine manière, ça avait été fait de manière un peu superficielle. On savait ce que le pouvoir voulait entendre et la population disait ce que le pouvoir voulait entendre. Mais les gens ne sont pas partis au fond des choses. Il y avait des sujets qui étaient tabous. On savait par exemple que 72 était là, dans le cœur des gens, que ça avait fait saigner beaucoup, mais on évitait absolument de toucher à ce point-là. Donc c'est comme si, en sachant qu'il y avait un volcan en bas, mais qui n'avait pas explosé, on essayait de planter des arbres en haut, en se disant, voilà, c'est tout vert, c'est tout beau. Alors qu'on sait qu'un jour, ce volcan-là explosera. Au lieu de se dire, non, on va quitter cette colline parce qu'elle est minée, on va se mettre un peu à l'extérieur, de manière que si quelque chose explosait, on puisse être à l'abri et on va voir qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ce volcan. D'abord, reconnaître qu'il y a un volcan là-dedans pour que les gens ne s'amusent pas à aller jouer autour. Et puis, se dire, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce volcan? Est-ce qu'on isole cet endroit? Est-ce qu'il y a moyen c'est un volcan qui pourrait ne jamais exploser? Pour qu'on puisse arriver à tout ça, il faut une réflexion profonde et de l'honnêteté. Parce que les gens s'étonnaient qu'après avoir tellement débattu de l'unité nationale sur tout le pays, en 93, les choses repartent dans tous les sens. Mais après, avec logique, quand on voulait bien analyser les choses,
on pouvait reconnaître qu'on avait fait semblant de débattre, on avait parlé superficiellement de l'unité. Oui, nous avons une unité séculaire, les Burundais ont toujours vécu ensemble, la paix règne, la sécurité. Non. Et les gens, ils étaient là, ils applaudissaient, ils se disaient, si le pouvoir veut qu'on parle comme ça, on va parler comme ça. Parce que chez moi, on dit tel qu'on bat le tambour, tel on danse. Donc, les gens ont dansé au son du pouvoir, mais en son qui était faux. Et comme on n'a pas été au fond des choses, à la première occasion, tout a explosé. Donc, je pense que même jusqu'à aujourd'hui, si on arrivait à créer réellement des espaces de parole, où les gens mettent carte sur table, où on vide ce qu'on a en soi, parce que, moi je dis toujours, si tu as un verre qui est plein, ça ne sert à rien de verser de l'eau dedans. Si tu verses de l'eau, toute l'eau que tu vas verser va se déverser par terre. Et je pense que beaucoup de Burundais ont le verre plein. Alors, au lieu de prendre le temps de vider ensemble ces verres qui sont pleins d'amertume, pleins de haine, pleins de frustration, au lieu de prendre le temps de vider pour que, alors, ils se retrouvent avec des verres propres qu'ils peuvent remplir de bienveillance, remplir de bonne gouvernance, de justice, de paix, de sécurité, pour pouvoir aller vers le développement. Chacun essaie de verser ce qu'il a dans le verre de l'autre qui est déjà plein et ça ne mène à rien. Et je pense que nos politiques aussi sont très contents de ces verres qui sont pleins parce qu'ils savent que le moment venu, il suffit juste de rappeler aux gens que leur verre est plein de ce qu'ils ont eu de mal chez l'autre pour qu'effectivement ils se rendent compte que le verre est plein et qu'ils s'en prennent à l'autre. Je pense que la violence est liée à la différence humaine. À partir du moment où quelqu'un est différent de moi, je me sens menacé par lui, je me sens en danger, et pour pouvoir ne pas subir ça, je l'agresse ou bien je m'en débarrasse avant. Et donc, ou bien je voudrais en tout cas le dominer pour qu'il puisse faire ce que j'ai adhéré à mes propres normes, à mes propres valeurs. Bon, au Rwanda, il y a eu des stigmatisations de plusieurs genres. D'abord, présenter les Tutsis comme sous forme animale, ou bien Kankrora, serpent, bête sauvage. Il y a des stigmatisations, oui, de l'ordre social. C'est-à-dire que le Tutsi est mauvais, il n'est pas honnête, il ment, il est intriguant. Tout ça, ça a été dit. Hein? Ce n'est pas moi qui invente. Alors, sur le plan politique et culturel, c'est de dire que le Tutsi est dominant. Partout, il est dominant, il est dominateur. Quel que vous fassiez, si vous ne faites pas attention, il faut vous en débarrasser parce que tôt ou tard, il va pouvoir vous dominer. Et puis alors, pour vraiment le déshumaniser complètement, de dire que c'est un Kankrora, c'est un animal, une bête sauvage, c'est un léopard, c'est un serpent. Le serpent, c'est un animal très dangereux. Kankrora, c'est les animaux qui sont dans la maison, qui partout peuvent aller dans vos habits, partout. Donc il faut s'en débarrasser parce que justement, c'est des gens qui se faufilent partout, même à votre insu. D'abord, pour consolider le pouvoir, les dirigeants Khmer, il faut trouver des ennemis. Des ennemis, je vous dis, les ennemis d'abord sont les colonialistes, les impérialistes occidentaux en partie. Et ensuite, les étrangers. Parce que les Khmer, ils pensaient que pour faire quelque chose de bon, il faut la pureté. Ce sont des vrais Cambodgiens qui font l'histoire du Cambodge. Ce sont des vrais Cambodgiens qui ont créé la situation angkorienne.
Nous, on est fiers, on est un peuple très intelligent, un peuple très fort. Ils ont essayé de faire un récit pour capter la fierté de jeunes comme moi. Mon vécu par rapport aux crimes de masse au Burundi, bon, il y a eu beaucoup de crimes de masse au Burundi, mais celui que j'ai vécu le plus, parce que j'étais adulte, c'est la guerre de 1993. La guerre qui a été consécutive à l'assassinat du président et qui a été suivie par l'assassinat des milliers de Burundais. Et j'habitais à Bujumbura, où j'ai travaillé, et à un certain moment, la guerre a été tellement politisée que tout est devenu ethnique. Et les quartiers de Bujumbura, où avant on vivait en symbiose, les Hutus, les Tutsis, les Congolais, les Rwandais, les Ouest-Africains, tout s'est balkanisé. Et les quartiers où vivaient les Hutus, les Tutsis ne rentraient pas. Les quartiers où vivaient les Tutsis, les Hutus ne rentraient pas, où c'était à leur risque et péril. Et moi, dans le quartier où je vivais, où avant on était avec des Hutus et des Tutsis, moi je suis Hutu. Dans le quartier où on vivait, il est resté prioritairement des Tutsis. D'ailleurs, pour être honnête, le quartier où on vivait, c'est quasi complètement vidé. Et chacun de nous devait fuir. Et les Hutus devaient fuir et les Tutsis devaient fuir. Sauf que pour aller vers la ville, je devais traverser un quartier Tutsi. Pour passer de l'autre côté et arriver en ville en contournant, je devais traverser un quartier Hutu. Mais il se trouve que j'étais Hutu, mais que j'avais milité dans un parti à majorité Tutsi. Du coup, j'avais des problèmes à traverser le quartier Tutsi du fait que j'étais Hutu, mais j'avais des problèmes à traverser le quartier Hutu du fait que j'avais été une militante du parti considéré comme le parti des Tutsis. Et j'ai donc été, avec ma famille, prise entre les deux, entre le marteau et l'enclume. La diversité n'est possible que si chacun peut développer sa singularité. Si vous ne savez pas être singulier, alors la diversité, en fait, sera de surface. Alors que réellement, nous sommes tous normalisés. Il n'y a qu'une façon d'éviter la normalisation, c'est de développer sa singularité. Et c'est pour ça que je parle d'entrer d'abord à l'intérieur. Savoir comment fonctionne son corps, son cœur, son intelligence et son esprit. Et respecter les lois de ces fonctionnements-là. Ça vous rend singulier. Et c'est quand les singularités sont rencontrées et se respectent que la diversité est respectée. Sinon, on est tous normalisés par comment on l'appelle encore? Big Brother. Big Brother, yes. Il va nous normaliser tous, si on ne fait pas attention. En commençant par les jeunes, encore une fois. Parce qu'ils sont les plus divertissables. Dépasser la méfiance entre les ethnies. Et surtout, considérer les ethnies comme une réalité de fait. Une réalité de fait, mais parce que l'ethnie, ce n'est pas une valeur. On ne choisit pas d'être Hutu ou d'être Tutsi, et on ne fait rien de particulier pour naître Hutu et Tutsi. On est comme ça. Ça ne devrait pas être une valeur sur laquelle les États ou les gouvernements se basent pour attribuer des mérites ou quoi que ce soit. Oui, la mondialisation, c'est très bien, la circulation des biens, mais une fois que les gens vivent ensemble, les cultures sont tellement contraires, contradictoires, que la gestion de tout ça pose problème. Et donc, mais ce n'est pas parce qu'il y a un problème qu'il ne faudrait pas le faire. Hein. Mais j'ai l'impression que sur le plan politique, cela n'est pas fait. Vraiment, j'ai l'impression que ici en Belgique, il y a juxtaposition des Belges, des Roumains, des Syriens, des Afghanistans, des Marocains, des Algériens, tout ça. Et chacun campe sur sa propre culture. Et comme apparemment
La droite et l'extrême droite est en train de monter. Il suffirait qu'il y ait des gens qui exploitent ça. Je pense que c'est... Moi, je pense que on a des moments dangereux. À des moments dangereux, avec beaucoup d'espoir, beaucoup de choses, d'ouverture, mais également, la gestion de tout ça n'est pas facile. À mon avis, je pense qu'il faudrait beaucoup, beaucoup plus d'éducation à l'ouverture à d'autres cultures. Et comme l'autre culture est menaçante, travailler également toutes ces peurs.